Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café. Vous le savez, chaque semaine, il y a un épisode qui vous donne l'actu de la semaine, l'actu phare, celle qu'il ne faut en aucun cas manquer. Et il y a des épisodes qui sont diffusés le week-end. Alors un petit peu plus tôt pour les personnes qui sont soutiens sur Patreon, ils ont l'épisode, tiens c'est une petit clin d'œil que je vous donne, ils ont l'épisode le vendredi matin quand je n'oublie pas de faire le montage, ce qui peut arriver malheureusement de mon côté. Et sinon, vous avez cet épisode pour le vendredi soir. Vous voyez, vous quittez votre travail, vous avez eu une dure semaine, vous avez le sentiment d'avoir bien bossé, vous rentrez chez vous et de quoi vous avez besoin pour commencer un bon week-end? Un épisode bonus de Tech Café où on vous donne des news supplémentaires, des news qui sont pas forcément les plus marquantes mais qui méritent qu'on s'attarde un petit peu dessus. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi pour ces meilleurs épisodes supplémentaires du week-end de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, salut. Donc je me fais plaisir en parlant de trucs, un petit peu de matos. Là, il va y avoir beaucoup de matos, je crois, cette fois. Et je crois que ça fait plaisir aux gens en plus quand tu te fais plaisir. Donc écoute, que du bonheur. T'es prêt à aller voter dimanche, Guillaume? Bien sûr, évidemment. Pourquoi pas? On est prêt. On va commencer tout de suite avec des annonces du côté d'NVIDIA. Alors là, je dois te le dire, Guillaume, on avait des auditeurs qui nous disaient il y a quelques jours, oh là là, mais j'ai hâte d'avoir la restitution de Guillaume Poggiaspala sur ce qui se passe du côté de chez NVIDIA. Alors dis-nous tout, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Moi, j'ai essayé de les suivre, mais j'avoue que j'ai été submergé par la tâche de mon côté. Ouais, maintenant j'ai la pression, hein. Mais attention, je t'ai mis une grosse pression. Tapis rouge, mais grosse pression. C'est ça, c'est le problème du tapis rouge. Donc, il faut pas se vautrer dessus. Comme tous les ans, Nvidia fait son show, c'est vrai, hein, c'était la GTC. La GTC, c'est pour GPU Technology Conference. Et donc, Jensen Huang a donné une keynote sur les nouveautés de la marque, hein, pour les pros, pour le calcul scientifique et pour l'IA, les data centers en général, hein. Et alors, bien sûr, d'une année sur l'autre, il y a des choses qui reviennent, évidemment, avec des mises à jour, hein. Et puisque Nvidia, c'est aussi un nombre effrayant d'API, de bibliothèques logicielles pour l'IA, des modèles qui se raffinent de chaque année, hein. On a des modèles génératifs pour la physique, le langage, pour le traitement d'images. Il y a les CU, donc CUDNN, donc cette fameuse librairie pour le deep learning basée sur CUDA, le TensorRT, DALI, des modèles comme Riva pour la synthèse vocale. On a revu Maxine aussi, il a reparlé de Maxine pour la visioconférence, la reconstruction de visage, etc. Il a aussi reparlé de Megatron pour le texte, de beaucoup d'Omniverse, etc. Donc il y a des nouveautés aussi, hein, comme des modèles qui reproduisent des mouvements naturels de mannequins 3D. Donc alors en fait ils analysent des mouvements de gens et après ils utilisent donc un modèle pour prévoir donc des mouvements qui pourraient être faits par exemple entre deux mouvements, c'est-à-dire pour créer des transitions. Donc en fait ça se traduit par des mannequins 3D. Donc là c'était un robot qui avait une épée et un bouclier qui se battent, donc qui reproduisent les mouvements en mocap, en motion capture, mais qui peuvent aussi improviser. C'est-à-dire quand tu leur demandes de se déplacer, ils se déplacent, voilà, ils font un petit pas de côté. Quand il y a des obstacles, ils peuvent taper les obstacles, etc. Et en fait tout ça, c'est reproduit par le modèle qui a appris à bouger en quelque sorte. Donc c'est vraiment pas mal. Ça peut, du coup évidemment, ça peut faciliter le travail des créateurs de jeux vidéo. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça me rappelle un petit peu ce qui était fait sur Euphoria à une époque, mais de manière encore plus sophistiquée. Il y a un autre truc aussi qui m'a pas mal marqué, c'est Nerf. Alors Nerf, ouais, comme les flingues Nerf, exactement. Alors là, c'est pour recréer des scènes 3D à partir de quelques photos. Alors Nerf, là, ça veut dire Neural Radiance Field. On a déjà eu des démonstrations de ce type, non? Où on prend plusieurs photos sous plusieurs angles d'un objet ou d'un lieu et puis ça te restitue une vidéo. Alors, c'est toujours bluffant d'ailleurs. Ouais, alors il y a plein de trucs. En fait, il y avait effectivement des trucs où tu prenais des photos et ça te faisait un fly full, c'est-à-dire ça interpolait entre les photos pour faire une vidéo comme ça où tu te déplaçais de manière fluide. Ça, le NERF, donc Neural Radiance Field, donc c'est des champs de radiance. Donc en fait, ça veut dire que c'est des réseaux de neurones qui apprennent en quelque sorte à reconnaître les champs de radiance, c'est-à-dire la lumière. La lumière, la radiance, en fait, c'est la lumière, c'est la luminosité, mais c'est aussi la direction de la lumière. Donc c'est en quelque sorte c'est des informations lumineuses, de luminosité enrichies. Et donc le neural filter apprend les formes donc à l'aide de ces trucs de radiance. Donc là, en fait, dans cet exercice-là, enfin dans cet exemple-là, c'était une technique de photogrammétrie. C'est-à-dire la technique de photogrammétrie, si tu prends des centaines de photos d'un endroit, tu les files à un algorithme qui finit par cracher un modèle 3D d'une pièce, par exemple.
ce genre de truc-là, ou d'un objet. Mais là, ce qui est vraiment impressionnant, ou d'une personne, c'est que là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est fait avec 4 photos, littéralement. C'est-à-dire, tu fais 4 photos, voilà, devant, derrière, à gauche, à droite, et en quelques secondes, tu as un modèle 3D texturé de la personne, tu peux tourner autour, il n'y a aucun problème, c'est assez fou. Faut le voir, c'est assez dingue. Alors effectivement, vous me direz, j'ai déjà vu ce genre de truc, même sur téléphone mobile, il y a des applis, il y en a une qui est sortie d'ailleurs d'Epic, qui permet effectivement de tourner autour d'un objet, et ça recrée l'objet en 3D. Bon, en l'occurrence, le truc d'Epic fonctionne pas extrêmement bien, en fait. La vidéo démo, t'as l'impression que c'est magique, en fait, quand tu le fais toi, c'est pas incroyable. Mais bon, en tout cas, là, d'après la démo, tout ce que je peux en dire, c'est d'après la démo, c'est vraiment très très bluffant, donc c'est nerf. Et bon, tout ça, donc c'est vraiment les 4 photos de la démo qui servent à restituer le modèle, parce que ça donne quand même l'impression qu'il y a des parties du corps de la dame de l'autre côté qui sont même pas pris en photo, quoi. Donc après, on n'est pas garanti que ce soit la réalité, mais... Alors, c'est ce qu'ils disent. Il y a plein de choses. Voilà, c'est effectivement c'est ce qu'ils disent. Bon, maintenant, voilà, moi j'ai pas pu le tester. Mais en tous les cas, voilà, ça fait partie de toute façon des axes de recherche qui sont vraiment intéressants. Et évidemment, il y avait donc ce côté-là, puis il y avait un côté hardware qui était vraiment très très important. Il y a des grosses nouveautés qui étaient les processeurs Grace et les nouveaux GPU Pro Hopper. Donc Hopper, on mange évidemment tout ça à Grace Hopper, qui était officier de la marine américaine et informaticienne évidemment surtout, c'est comme pour ça qu'on la connaît nous, c'est l'informaticienne à laquelle on doit le premier compilateur et le langage COBOL, et tout ça c'était dans les années 50, donc voilà, vraiment pionnière, la pionnière quoi, de l'informatique. Grace Hopper. Et donc Hopper, en l'occurrence là, c'est un GPU donc destiné à la ligne professionnelle des Tesla. Donc la puce s'appelle le GH100, qui fait suite au GA100, donc GA100 avec A pour ampère, et c'était l'architecture donc des RTX 3000, celle des cartes graphiques qu'on trouve actuellement. Et donc globalement à chaque génération, on essaie d'optimiser. Alors à chaque génération, vous avez un budget transistor en fonction du process sur lequel vous fabriquez la puce, puis vous le dépensez comme vous voulez. Alors évidemment le choix le plus simple c'est de multiplier les unités de calcul génériques, qui calculent sur 32 bits, 64 bits, et puis voilà. Mais si on fait ça, la puissance brute elle augmente de manière relativement lente, puisqu'elle est directement liée au progrès des usines de fabrication qui sont notablement plus lents aujourd'hui. Donc pour aller plus vite que la musique, on adapte aux principaux usages des accélérateurs, on adapte les accélérateurs aux principaux usages qu'ils vont avoir. Donc c'est la raison d'être des Tensor Core par exemple, qui schématiquement sont des unités de calcul matricielles qui calculent avec des précisions plus faibles, mais sur plus de nombres à la fois. Donc on calcule avec une précision de 16 bits, voire moins 8 ou même 4 bits. En entier ou en virgule flottante, selon les besoins, ça suffit, et ça multiplie l'efficacité des puces. Donc les Tensor Core ont commencé avec l'architecture Pascal, puis avec Volta, puis on est passé aux 16 bits virgule flottante en 2 matrices, et puis avec Ampère aux 16 bits avec support des matrices creuses. En gros, une matrice creuse, c'est exactement ça, c'est une matrice qui a des trous dedans, quoi. C'est en gros... J'attendais une explication super détaillée. Non, c'est ça. En gros, une matrice, c'est quoi? C'est un tableau de nombres, pour faire simple. Et c'est un tableau de nombres sur lequel on fait les calculs, quoi. Et on dit qu'elles sont creuses quand la plupart des entrées du tableau sont des zéros. Donc voilà, il y a des gros blocs de zéros, donc il y a des gros trous quelque part, donc la matrice, elle est creuse. Dans ce cas-là, il est plus efficace de coder plus judicieusement les tableaux avec les nombres qui sont pas nuls, que d'envoyer bêtement tous les nombres sans distinction avec des zéros qui vont servir à rien au départ. Enfin, à l'arrivée, pardon. Donc Hopper améliore tout ça et rajoute en plus le support pour un nouveau type qui est le FP8. Donc le FP8 pour 8 bits en virgule flottante, floating point 8 bits. Donc c'est une précision qui est complètement dérisoire, mais qui est suffisante dans certains modèles. Et donc les Tensor Core sont améliorés avec des perfs jusqu'à 6 fois supérieurs. Alors les calculs de 32 64 bits aussi sont améliorés, jusqu'à 3 fois d'ailleurs par rapport à Ampère. Donc Hopper c'est spécifiquement optimisé pour accélérer les modèles de type Transformer. Donc Nvidia fait le pari qu'ils seront de plus en plus utilisés, ce qui lui permet de se vanter de performances 9 fois plus importantes en apprentissage et 30 fois plus importantes en inférence, tout ça en tandem avec des logiciels qui eux aussi sont optimisés. D'ailleurs, il y a aussi des nouvelles instructions qu'il appelle DPX pour la programmation dynamique. La programmation dynamique, c'est très utilisé en algorithmique d'optimisation. Bon, c'est des algos qui sont souvent récursifs en fait et qui réutilisent les données intermédiaires. Donc c'est bien de stocker les données intermédiaires et de savoir bien utiliser la récursivité. Donc en gros, pour extraire de plus en plus de puissance du matos, c'est ça qu'il faut retenir. Pour extraire de plus en plus de puissance du matos, ce qu'on fait, c'est qu'on doit tenir de plus en plus compte des algos qu'on va exécuter dessus. Tu vois, on fait plus des trucs génériques, polyvalents complètement avec la puissance brute. En fait, on essaie évidemment de mettre le plus de puissance brute possible, mais surtout, on essaye aussi de faire en sorte que
ça soit ultra optimisé pour certains algos qui sont très utilisés, et du coup, ça permet d'aller encore beaucoup plus loin. Bon, et ça, c'est important, c'est important à le voir. Alors, bon, donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi le côté mémoire. Le côté interconnexion. Alors côté mémoire, Hopper utilise de l'HBM3, donc pour la première fois, c'est un truc qui est à 3 téraoctets secondes de bande passante, donc c'est assez fat. C'est 50 mégaoctets de cache L2, la puce fait 80 milliards de transistors, c'est du TSMC 4N, et c'est la première puce de chez Nvidia qui exploite le PCI Express génération 5. Alors tout ça c'est super. Mais finalement, c'est que la moitié de l'histoire pour Hopper, parce que Hopper, c'est une puce, comme souvent chez Nvidia, c'est une puce où la communication est cardinale. Donc la communication entre les puces est cardinale. Parce qu'en fait, ces machins, là, les puces Hopper, elles se vendent que rarement, elles peuvent se vendre toutes seules, mais elles se vendent finalement rarement toutes seules. Souvent, elles sont groupées en racks, qui contiennent chacune 8 GPU, et qui sont connectés via 4 switches NVLink. Et c'est ce qu'on appelle les DGX. Alors les DGX, il y avait déjà des DGX A100, et là c'est des DGX donc H100 pour Hopper 100, tout simplement, et c'est des serveurs de calcul. Alors c'est des serveurs de calcul, alors c'est vraiment des trucs gros, c'est 2 téraoctets de RAM, 640 gigaoctets de mémoire vidéo, des téraoctets de stockage SSD, NVMe évidemment, des cartes réseau de l'espace, à 3,2 terabits par seconde au total. Donc il faut imaginer de très gros bébés qui ressemblent à des espèces de petits congélateurs comme ça, sauf que ça doit peser facilement 60 kg et que ça consomme 10 kW. Et le truc, c'est que cette espèce de gros truc mastoc là, c'est géré comme un seul et même GPU. C'est un seul et même GPU géant de 640 gigaoctets de VRAM et d'une puissance maximum de 32 pétaflops, mais 32 pétaflops en FP8. C'est-à-dire que ça dépend énormément de la précision et des algorithmes qu'on va exécuter dessus quand même, les puissances de crête. Alors faut voir que le vieux DGX A100, donc celui en ampères, il plafonnait à 10 pétaflops en int8. Une véritable poubelle, quoi. Faut le dire. Donc, les Hopper, les Hopper, c'est quand même des trucs qui peuvent consommer jusqu'à 700 watts par puce. C'est des puces pro, quand même, d'ailleurs, d'accord, mais quand même. C'est un peu effrayant. C'est des puces qui consomment pas mal. Donc j'imagine effectivement la consommation d'un truc. Donc ça explique les 10 kilowatts, quoi, du rack. Alors, les H100, ils vont assez loin en termes de connectivité, en fait. Ils sont un peu obligés, puisque le but, c'est de regrouper des DGX en pod et en superpod. Donc là encore, pour gagner toujours plus en puissance, on essaie d'augmenter la densité au maximum, et donc de virer tous les goulets d'étranglement potentiel. Donc le H100 lui-même, il a une bande passante de 40 terabits seconde vers sa mémoire. C'est beaucoup, la RTX 3090, c'était de l'ordre de 8 terabits seconde. Donc le DGX a le DGX complet, donc avec ces 8 trucs là, ces 8 GPU, a une bande passante totale de maximale de 24 téraoctets seconde. Et les DGX, donc les DGX H100, peuvent se connecter à 32 directement à NVLink, via des switches spéciaux NVLink, des switches dédiés, qui ont 768 téraoctets de bande passante totale, donc c'est des monstres. Jensen mentionne d'ailleurs qu'ils sont à transmission optique. Et donc, les 32 DGX, c'est ce qu'ils appellent un pod. Et alors, ce qu'ils appellent un pod, c'est mignon un pod, mais c'est quand même 12 armoires. 12 armoires dans lesquelles tu as chacune 3 ou 4, je sais plus, DGX H100, comme ça. Tout est dans la prononciation, en fait, faut pas dire un pod, faut dire un pod. Voilà, c'est un pod, c'est un énorme pod, donc 12 armoires. Alors, elles sont jolies, ça fait très joli dans votre salon, je pense que vous avez un très grand salon quand même. Après, il faut la place, c'est quand même 20 téraoctets de VRAM en HBM3. L'avantage, c'est que ça doit... Il faut une multiprise aussi, j'imagine. Oui, parce que ça doit consommer dans les 40 kilowatts. Donc pour l'hiver, c'est vraiment top, ce genre de truc. Ouais. Mais bon, si ça vous suffit pas, vous pouvez aussi faire un super pod, en alignant plusieurs pods et en les connectant simplement en InfiniBand, sachant qu'un pod, c'est des DGX en NVLink, ce qui fait que c'est comme si c'était une seule carte graphique en fait. Donc c'est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, à ce petit jeu, Nvidia lui-même est en train de construire un super ordinateur qui s'appelle EOS, et qui fait 18 pods, pour un total de 275 pétaflops en 64 bits, mais de 18 hexaflops en 8 bits, et 9 hexaflops en 16 bits. Donc ça le classe ça classe dans le haut du panier mondial, voire dans le top, si on prend que la puissance dédiée au deep learning. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que 275 pétaflops, c'est sa puissance générique, c'est-à-dire sa puissance polyvalente, on va dire, en 64 bits.
les 18 exaflops ne sont atteints que pour les algorithmes qui exploitent les FP8 bits, donc des algorithmes de deep learning qui sont très optimisés, etc. Donc en fait, quand on dit exaflop, tu vois, il faut voir de quoi on parle, quoi. Donc c'est un résultat impressionnant, hein, sans aucun problème. Il y a des trucs qui vont exploiter ça, mais tous les algos, tous les calculs seront très 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 loin de pouvoir exploiter les 18 exaflops d'EOS. EOS, c'est une machine qui peut se révéler excessivement puissante mais dans des cas en fait particuliers aussi, tu vois. Voilà, ça, mais c'est devenu comme ça maintenant. C'est-à-dire que grosso modo, tu peux pas dire voilà, c'est un truc qui fait millions de pétaflops parce que dans tous les cas, tu vois, il faut designer les puces, le matériel en fonction du logiciel pour obtenir la meilleure performance et dépasser, si tu veux, le ralentissement de la loi de Moore, hein, il faut le dire. Dans la philosophie d'ailleurs de ce que tu dis, et vraiment n'hésite pas à dire si c'est une énormité, mais il y a dans l'inconscient collectif, bon d'abord dans leur communication, mais aussi dans l'inconscient collectif, la vision d'un Apple qui arrive justement à très bien faire ça, à concevoir ses puces et à penser la manière dont elles sont exploitées. Est-ce que c'est vrai selon toi ou est-ce que c'est beaucoup du discours publicitaire Apple? Non, je compare là encore, je sais pas, avec les produits d'NVIDIA dont tu parles, qui sont assez différents. On compare des choses vraiment très très différentes parce que autant Apple, Apple conçoit le logiciel matériel, ça leur donne un avantage, il n'y a pas de problème, ils peuvent intégrer le matériel au maximum, donc ce qui vient avec un coût, hein, voilà, un coût en général en évolutivité, un coût en argent, hein, tout simplement, mais ça donne aussi des avantages de performance, tout ça, bon, effectivement, c'est un petit peu la même idée, effectivement. C'est-à-dire que tu fais le logiciel matériel pour essayer d'avoir les meilleures performances au final. Après, il faut voir que là, on parle quand même de calcul scientifique, donc on parle quand même d'algorithmes mathématiques qui sont d'un certain type. Et selon les chiffres sur lesquels on travaille quand on fait du deep learning, ou selon la nature des algorithmes sur lesquels on travaille quand tu utilises par exemple leurs nouvelles instructions DPX, selon ces trucs-là, si tu veux, c'est même le matériel qui se plie au logiciel. Dans le cas de DPX, c'est clairement ça. Dans le cas de DPX, il y a des nouvelles instructions qui permettent d'accélérer certains types d'algorithmes particuliers. Alors ça s'est toujours fait, je veux dire, chez Intel, par exemple, on a fait du MMX, on a fait du SSE exactement pour accélérer les calculs vectoriels à l'époque, il y a longtemps maintenant, bien sûr, mais là, ça revient un petit peu au même, si tu veux. Sauf que c'est un petit peu plus extrême. C'est-à-dire qu'on crée des types de chiffres, enfin des types de nombres sur lesquels on calcule, qui sont de plus en plus spécifiques, de plus en plus adaptés à des trucs particuliers. Et c'est vrai aussi, c'est vrai même au niveau algorithmique, quoi. Donc oui, on peut le comparer un petit peu à ce que fait Apple, mais enfin, on parle pas vraiment de la même chose non plus, quoi. L'ultime question que je voulais te poser, c'est que tu nous dis que grosso modo la performance est monstrueuse dans le cas d'algorithmes avec des calculs sur 8 bits, mais est-ce que tu peux essayer de nous faire toucher du doigt ce que ça implique en matière d'usage d'avoir des tels changements dans les formats des nombres sur les calculs, ou est-ce que c'est difficile à retranscrire? En fait, c'est pas ça, c'est juste que la précision normale est inutile pour certains algorithmes. C'est-à-dire pour certains algorithmes, en fait, il faut voir que un nombre en virgule flottante, c'est un truc qui peut être vachement précis. Même sur 32 bits, vous pouvez avoir des nombres qui sont vachement précis. Or, dans les réseaux de neurones, on n'a pas forcément besoin de trucs très précis. On a parfois besoin d'ordre de grandeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est très très gros, est-ce que c'est un peu moins gros, et ça suffit en fait. Donc c'est juste que la précision standard, sur 32 ou 64 bits, est trop importante. Et que donc on essaye de faire en sorte de trouver, de trouver effectivement des précisions qui sont, de faire C'est comme si on compressait le calcul quelque part. Oui, parce qu'en fait, on fait le calcul et on se rend compte que finalement, ça sert à rien d'avoir une précision importante. Donc on réduit la précision parce qu'évidemment, si vous faites le calcul en 16 bits, vous pouvez faire 2 fois plus sur des registres 32 bits que si vous, c'est facile à comprendre, tout simplement. Très bien, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur NVIDIA? Oui, alors évidemment, je peux pas ne pas parler de Grace quand même, que c'était l'autre grosse nouveauté de la conf, c'est le processeur Grace. Qui est un processeur ARM pour data center, qui est 100% NVIDIA. Donc c'est une grosse puce bien fade de 72 cœurs et 198 mégaoctets de cache. C'est prévu pour l'année prochaine. Et NVIDIA prévoit qu'il va rouler sur tous les autres processeurs de son temps. Bon, surtout, Grace en fait n'est qu'un bloc. C'est-à-dire c'est un bloc que tu peux associer à d'autres blocs et tu peux placer un peu où tu veux. Par exemple,
tu peux créer des complexes. Alors, quand ils appellent un complexe, en fait, c'est une espèce de carte comme ça, assez grosse, sur lequel tu peux mettre un GPU plus un CPU ou un CPU plus un CPU. Et le tout est relié en NVLink, donc de manière très rapide. Et en fait, tu le vois comme un seul truc. Par exemple, si tu fais un complexe CPU plus GPU, enfin CPU plus CPU, pardon, donc Grace plus Grace, avec l'interconnexion, tu vas voir un gros processeur de 144 cœurs et 396 mégaoctets de cache. Mais ça me rappelle la présentation, là encore désolé, ça va paraître vraiment obsessionnel, mais ça me rappelle la promesse qui était mise en avant comme étant une originalité incroyable d'Apple avec le M1 Ultra où ils arrivaient à mettre côte à côte deux M1 Max. Oui, bien sûr, alors sauf que là c'est pas exactement la même chose puisque les trucs sont quand même séparés et l'interconnexion se fait au niveau du socket en fait, enfin au niveau du... D'accord. Okay. C'est pas exactement la même chose, mais oui, l'idée effectivement c'est de réunir deux CPU en un CPU, un CPU que tu vois de manière unique. Mais ça, c'est pas une nouveauté en soi non plus. J'avais déjà dit effectivement que les premiers corps de quad étaient des corps de duo qu'on avait réunis en fait, mais qui étaient en deux packages séparés. Si tu enlevais le lead, tu voyais deux paquets séparés. Alors évidemment, c'est sûr que ça a évolué, hein, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Forcément, si tu veux, les choses ont... Plus, il y a la GPU avec, et dans le cas du M1 Ultra, il y a le CPU et le GPU en plus. Donc il y a, tu vois une seule zone mémoire, tu vois un seul GPU, un seul CPU, alors qu'il y en a deux. Bon, voilà, tout ça évolue bien sûr, hein, mais là, effectivement, c'est un petit peu la même idée. D'ailleurs, dans le cas d'NVIDIA, tu peux faire un complexe Grace avec deux CPU, mais tu peux aussi faire des complexes, donc Grace Hopper, c'est-à-dire avec CPU plus GPU. Partie graphique. Et tu peux faire des complexes avec deux Grace et un Hopper, ou un Grace et deux Hopper, etc. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Modulable. Voilà, c'est modulable, exactement. T'as compris l'idée, c'est modulable, très exactement. Donc tout ça, c'est un processeur qui a l'air quand même très puissant et qui va permettre effectivement de virer totalement l'architecture Intel des serveurs Nvidia, puisque pour l'instant, dans un DGX, il y a encore deux processeurs compatibles Intel, probablement des AMD, qui sont, qui restent pour, on va dire, les tâches de maintenance et d'arbitrage, d'orchestration un petit peu, parce que tous les calculs sont faits sur les GPU. Cela dit, très clairement, je pense que ça va être Grace, dans les prochaines générations, ça va clairement être des processeurs Grace qui seront utilisés comme CPU pour faire à la fois des calculs et tout le boulot d'orchestration, quoi. Un dernier truc. Est-ce qu'on a des infos sur la performance énergétique de ces processeurs? Parce que je commence à tirer des enseignements maintenant. Je sais très bien que la structure est une chose, la performance, mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la consommation énergétique? Alors, ils annoncent que ce sera la meilleure, il n'est pas encore sorti, hein. Ils disent qu'il sortira l'année prochaine. Mais ils disent que ce sera le plus puissant et avec la meilleure efficacité énergétique. Il est très probable que ce soit fait sur du... donc de toute façon, c'est du ARM qui sera sur du TSMC 4N ou 4. Donc ça va être d'une très bonne efficacité énergétique vraisemblablement, il n'y a pas de souci. Les M2 vont sortir en 4N, si je dis pas de bêtises, ou en 4 bientôt. Sur TSMC 4 bientôt, donc 4 nanomètres, donc à mon avis, ça va probablement être du même tonneau, quoi, on va dire. Même si, après, il n'y a pas trop de... Dernier truc qui était intéressant, j'ai trouvé aussi quand même, c'est intéressant parce que là ce que je te dis, c'est les serveurs de Nvidia. C'est Nvidia qui fait les DGX, machin, truc bidule. Bon. Et en fait, on peut se demander, mais si j'achète pas leurs produits, est-ce que je peux quand même utiliser du Hopper? Et effectivement, bien sûr que oui, les Hopper se manifestent aussi sous forme de grosses cartes que tu peux enquiller en PCI Express dans ton propre serveur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une option qui donne une carte graphique, qui est pas vraiment une carte graphique, hein, c'est vraiment que pour du calcul, hein, vous jouez pas à Assassin's Creed dessus, hein. Mais par contre, il y a des sorties réseau directement. C'est-à-dire que donc Nvidia pense aux fabricants de serveurs plus mainstream en fait, hein, et il inaugure la connexion directe des GPU au réseau. C'est-à-dire que ça, tu passes plus du tout par un CPU ou par la mémoire centrale d'un serveur. En fait, c'est les cartes qui sont directement tapées dans la ressource graphique. Ouais, voilà, c'est les cartes qui s'appellent les CNX, les H100 CNX, qui sont ni plus ni moins que la réunion d'une H100, donc de Hopper, avec une carte réseau dopée aux stéroïdes. Donc les CNX sont des cartes PCI Express Gen 5 qui vont chercher directement les données sur le réseau à 50 gigaoctets secondes. Elle les rapatrie en VRAM, elles font les calculs et après elle les renvoie. T'as absolument plus besoin de passer par le serveur et le processeur central pour faire ça, ce qui est...
Voilà, ce qui est assez fou, quoi. Je trouve que c'est assez marrant de virer comme ça tous les goulets d'étranglement potentiels pour aller directement au cœur des trucs qui font les calculs, quoi. Directement à la source. Ouais, directement à la source. Après, qu'est-ce qu'on a vu en software, peut-être? Bon, on finit avec sur la GTC. J'ai déjà beaucoup parlé de la GTC. Je m'en doutais, mais bon. Oui, mais c'est bien, c'était attendu. Après, Jensen parle de trucs qui évoluent aussi, mais qu'on a déjà vu l'an dernier, comme voilà, il y a eu Q-Optimization pour QDA Optimization, donc Q-Opt, la boîte à outils logistique, voilà, des trucs pour la mécanique quantique, l'imagerie médicale. Il y a eu Omniverse, le moteur de simulation 3D d'NVIDIA. Donc, Omniverse, il est vraiment l'intersection des outils de conception pro et des moteurs 3D de jeux vidéo, quoi, avec des rendus réalistes en temps réel. Et bon, il y a des démos à couper le souffle, là, si vous voulez aller voir. Enfin, bon, il y a un dragon de jade, voilà, qui rencontre une flamme, une fleur en papier qui s'ouvre, voilà, avec des centaines de pétales, simulation de tornades, de fluides. Il y a des robots d'usine plus vrais que nature, il y a des cuisines de resto plus vraies que nature. Voilà, il y a aussi pas mal de rendus temps réel photoréalistes dont on n'aurait pas rêvé il y a 10 ans ou presque. Bon, voilà, c'est... voilà, des environnements pour robots, pour voitures autonomes. Allez voir, c'est quand même très visuel, donc c'est peut-être mieux que vous allez voir. Et d'ailleurs, cette keynote se conclut en musique, littéralement, avec la plus belle chorégraphie de serveur que vous avez jamais vue. Voilà, littéralement, c'est des racks qui dansent. Donc t'as des switches, des SSD, des Elim, des puces, tout le monde danse. Voilà, c'est Toy Story, mais façon data center story. C'est assez marrant. Mais bon, c'est la toute fin de la keynote. Eh ben, on peut aller à la fin de la vidéo. De toute façon, c'est dans les notes de l'épisode, donc évidemment, vous pouvez aller consulter ça et aller vers la toute fin pour aller voir cette belle symphonie. Je vais aller regarder spécifiquement ce passage pour toi, Guillaume. On va continuer un petit peu dans les processeurs graphiques, mais du côté de chez Intel avec les Arc qui arrivent, Guillaume. Ben, les premières cartes graphiques dédiées Intel Arc sont arrivées, donc c'est dans les ordinateurs portables. Alors comme c'est Intel, la gamme des Arc se décline en 3, 5, 7, voilà, comme les processeurs. Donc t'as les Arc 3, donc c'est moins puissante, c'est les A350M et A370M. Le milieu de gamme, c'est les Arc 5, donc les A550M, et puis le haut de gamme, c'est les Arc 7, avec les A730M et 770M. Le M, c'est pour mobile, donc c'est la gamme mobile que je viens de décrire. Et donc de base en haut de la gamme, on passe de 6 cœurs, des cœurs XE, donc 6 cœurs XE à 32 cœurs au maximum. Donc il y a les cœurs ray tracing, c'est pareil, de 6 à 32. La mémoire vive passe de 4 à 16 gigaoctets selon les modèles. La fréquence de 900 à 1150. On a des bus 64 ou 256 bits ou 128 selon les gammes. Et puis la consommation varie aussi beaucoup de 25 à 150 watts pour tous les goûts. Enfin, on en aura pour tous les goûts puisque pour le moment, il n'y a que les A350M et les A370M qui sont lâchés dans la nature. Les tout premiers benchmarks mettraient la A350M dans les eaux d'une GeForce 1650. Mais ce serait quand même très largement au-dessous d'une 3050. Donc c'est pas énorme, mais bon après voilà, alors la 370M serait quant elle battue par une Radeon 6500M, mais c'est des tests qui sont très préliminaires. Déjà j'ai des benchmarks, c'est pas des vrais jeux, donc moi j'attends de voir les vrais jeux, de voir un petit peu comment ça se comporte dans les applis, les vrais jeux. Tu veux du framerate? Je veux du framerate, évidemment. Et puis bon, il faut surtout voir les gammes de prix de toute façon, puisqu'on s'attendait pas à ce qu'Intel humilie Nvidia ou AMD du premier coup, clairement pas. Oui, effectivement. Et en matière de disponibilité aussi. En matière de disponibilité aussi, alors de toute façon, ça va être vraiment une question de prix de disponibilité, parce qu'une carte du niveau de la 1650 avec support ray tracing DirectX 12 et XeSS, un prix qui est vraiment attractif, ça peut avoir son intérêt. Les premières cartes desktop, elles devraient sortir cet été, comme le XeSS d'ailleurs, qui n'est pas encore... Le XeSS, c'est le DLSS d'Intel, et il est toujours pas disponible. Donc Intel a montré une vidéo, sans aucun intérêt d'ailleurs, d'une carte Arc pour PC fixe. Spoiler, ça ressemble énormément à une carte graphique. Bon, Intel les appelle les éditions limitées, ce qui, dans le contexte actuel, sonne plutôt inquiétant qu'autre chose. Mais c'est limité à quoi? C'est limité comment? Je sais pas. Donc les Arc ont tout de même un avantage. Déjà, il y a la synergie avec les CPU Intel, puisque du coup, elles peuvent se partager l'énergie de manière un peu assez efficace. Mais surtout, il y a un truc un peu oublié, des fois, c'est qu'elles supportent l'accélération matérielle complète du AV1. Et AV1, c'est un codec vidéo, libre et ouvert, comme H265, sauf qu'à la différence de H265, c'est libre et ouvert et gratuit. Et donc, tout ce qui peut pousser son adoption est bon à prendre. Donc, je suis plutôt... Voilà, ça, c'est quand même un très bon point pour Intel. Ok, un bon point pour eux. On va continuer un petit peu, pareil, peut-être dans des éditions limitées, mais pour le Core i9 de chez Intel, Guillaume.
Ouais, bah là, écoute, on termine avec Intel qui a été peut-être vexé par Apple, hein, je sais pas. Oui, il était vexé par Apple avec son M1 Ultra, puisque globalement, tu sais qu'ils avaient un Alder Lake 12900K, donc enfin voilà, et là ils ont sorti un 12900KS avec un S comme surconsommation. Oh, d'accord. C'est pas comme Speed. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, surconsommation. Peut-être. Non, mais le K avait un TDP de 125 watts pour une fréquence entre 3.2 et 5,2 GHz, et le KS passe à 150 watts. Alors, de TDP, hein, pour une fréquence entre 3.4 et 5.5, avec un prix dérisoire de 800 €. Intel affirme que c'est le CPU le plus puissant du monde. Honnêtement, ouais, ça doit battre un M1 Ultra du coup, mais c'est pas très important parce que d'après les tests, on savait déjà que le 2900K débridé pouvait tenir la dragée haute au M1 Ultra en performance pure, mais à quel prix? Je veux dire, là n'est pas la question. Ouais. Bah, le KS consomme entre 150 ou peut-être 260 ou 270 watts, c'est pas mentionné explicitement. Le M1, lui, consomme jamais plus de 90 watts, même à fond. Donc voilà, en gros, tu sais, les Alder Lake, les plus intéressants finalement, c'est peut-être les entrées et les milieux de gamme. Puisque si tu regardes par exemple le i5 12400F, c'est un truc qui se trouve à moins de 200 balles. C'est 6 cœurs, 12 threads, c'est souvent suffisant pour jouer confortablement, hein. Et ça consomme 65 watts, ce qui est très raisonnable, tu vois. Et si tu veux vraiment de la puissance, pour 100 balles de mieux, bah t'as un 12600 KF, c'est à 10 cœurs, c'est assez puissant pour un large spectre d'usage. Passer un i7 avec 12 cœurs, ça va faire bondir la conso et le prix, hein, pour, disons, un surcroît de puissance qui est pas non plus fantastique. Enfin, tu vois, les rendements sont vraiment décroissants, je trouve, sur Alder Lake. Ouais, ils ont été obligés d'afficher ça aussi pour prouver qu'ils sont toujours capables de délivrer de la puissance, mais bon, peut-être pas à n'importe quel prix non plus. Bon, on va s'éloigner un petit peu de nos composants et parler d'objets, de gadgets. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ces gadgets. Et c'est une marque que vous connaissez probablement bien, Dyson, qui vient avec un produit qui est pas forcément dans leur cœur de savoir-faire, c'est les casques audio. Oui, demain peut-être Guillaume te promèneras-tu dans la rue avec un casque audio Dyson, mais quelque chose me dit qu'il va pas que faire une bonne qualité de son. Ben non, Dyson oblige, il faut qu'il y ait des trucs qui aspirent ou qui soufflent ou des trucs comme ça. C'est à la base le Dyson, le casque de Dyson, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est pas beau. En tout cas, le casque de Dyson qui est complètement dystopique, on peut le dire. C'est un casque qui est beaucoup plus original qu'un casque casque audio à réduction de bruit active comme tant d'autres, hein. Au début, c'est juste ça, mais c'est beaucoup plus original, c'est même beaucoup trop original, parce que c'est aussi un purificateur d'air portable. Voilà, merci, le Dyson Zone, exactement. Alors ce truc-là, donc c'est un gros casque audio avec une espèce de visière pour la bouche qui est attachée aux oreillettes du casque qui contiennent des mécanismes de ventilation et de filtrage. Donc en gros, l'air qui passe devant ta bouche est préalablement filtré par le casque. Et là, bien sûr, mais rien ne va. Je veux dire, déjà, c'est quand même une capitulation terrible devant un problème majeur qu'on renonce totalement à résoudre. Je veux dire, 99% de la population mondiale respire un air dégueulasse. D'accord? Et au lieu de s'attaquer à la cause du problème, on crée des casques audio, probablement hors de prix d'ailleurs, pour purifier l'air. C'est super. C'est déjà consternant, mais en plus, c'est une idée farfelue, quoi. Un filtre à air, c'est une ventilation. Une ventilation, c'est bruyant. L'intégrer dans un casque pour écouter de la musique, c'est bizarre. En plus, peut-être qu'il a une réduction active de bruit très très efficace. Parce qu'il doit réduire les bruits environnants plus les bruits qu'il fait lui-même. C'est pas génial. Bon, il doit bien les connaître ces bruits-là, tu vois. Peut-être qu'on peut leur dire. J'espère. Mais tu sais que les tests qui ont été faits sur le prototype par The Verge montrent qu'on les entend quand même un petit peu. C'est qui quand même assez extraordinaire. Et en plus, c'est un filtre, quoi. Un filtre, ça peut pas être trop petit, tu vois. C'est quand même un filtre. Tu vois qu'un filtre est pas sur les oreilles. Du coup, le casque il est énorme. Est-ce qu'on est d'accord pour mettre un billet, Guillaume, sur le fait que ça va se casser la gueule, ce produit, ou pas? Je sais pas s'il y a tant de gens que ça Enfin, faut imaginer aussi que tu te payes une tronche Cyberpunk qu'il faut quand même assumer dans le métro. C'est invasif quand même. C'est une question de discrétion, c'est une réussite. Avec quel budget en plus? Écoute, on n'a pas de date de commercialisation pour l'instant, en tous les cas, mais... Et c'est vrai que ce que je trouve génial, c'est le cynisme, t'as raison, en fait, qui vise à dire, allez, l'air est dégueulasse, Balek, maintenant faut le filtrer, quoi. Et ce qui est parfaitement peut-être réaliste par certains aspects, c'est ça qui est effrayant, mais bon. Allez, Guillaume, une petite section, un petit tunnel, un petit tunnel de news autour des NFT. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de NFT, peut-être qu'on va en parler en très valorisant cette fois-ci, Guillaume.
Ouais, bah, vraiment, ça dépend un petit peu, mais si tu veux, là, on reparle d'un gros casse en crypto-monnaie, ça faisait longtemps, c'est vrai. Mais celui-ci est vraiment intéressant parce que, bon, déjà parce qu'il est énorme, hein, évidemment, c'est presque 600 millions de dollars. Et c'est parce que ça touche aussi une boîte. C'est 3 Joe Rogan, t'imagines? 3 Joe Rogan. On pourrait se payer 3 Joe Rogan, mais vraiment beaucoup d'autres choses avec 600 millions. Probablement. Écoute, si un jour on a 600 millions. Mais bon, donc, donc qu'est-ce que j'ai raconté moi comme... Ah oui, donc... Le cash est énorme. Le cash est énorme, et en plus, j'y touche une boîte qu'on cite souvent en exemple de réussite dans le jeu vidéo à NFT, on va dire. Tu sais, ces fameuses play to earn. C'est-à-dire pay to play to earn, c'est-à-dire tu payes pour jouer, pour gagner. Cette boîte, c'est Sky Mavis qui fait Axie Infinity. Alors, Axie Infinity, vous connaissez peut-être, hein, c'est un jeu de combat de monstres mignons, façon Pokémon un peu, voilà. Ça s'appelle les Axies. Et il y a tout un petit système de trucs évidemment habituels, hein. Des trucs, voilà, acheter, enfin, des trucs autour comme des potions, voilà, ce genre de trucs. Sauf que là, les Axies, les potions, tout ça, bah, c'est des tokens. Tokens sur Ethereum, enfin, pas tout à fait, justement, sur Ethereum. Alors, pour jouer à Axie Infinity, tu dois acheter 3 Axies. Ces Axies sont des NFT, hein, tout simplement, sur un marché Ethereum, enfin, sur un marché, alors tu les achètes sur un marché ouvert en Ethereum. Donc, il y en a des tétrachiers, alors il y a des stats différentes à chaque fois, il y a des prix qui varient, voilà, de ce que j'ai vu là, cet après-midi, c'était genre de $18 à $120 ou plus, voilà. Et ça n'est vendu à peu près 10 000 déjà. Donc, jouer avec les Axies, ça rapporte des trucs comme des Smooth Love Potions, qui sont elles aussi revendables. Alors elles par contre c'est pas des NFT, c'est juste des tokens voilà normaux puisque c'est interchangeable. Donc il y a un cours de la Smooth Love Potion comme une monnaie, hein, c'est une sorte de monnaie. D'ailleurs entre 2020 et aujourd'hui, le cours de la Smooth Love Potion a explosé en janvier 2021. Et il est resté plutôt haut jusqu'à l'été où elle a dégringolé. Aujourd'hui elle vaut plus grand chose. Les moments où il y avait des Philippins, où on en parlait beaucoup, il y avait des Philippins voilà, qui faisaient leur job principal sur Axie Infinity. Bon, voilà, ça c'est à peu près terminé, j'ai l'impression, parce que le nombre d'utilisateurs actifs est aussi quand même beaucoup baissé, puisqu'il est passé de plus d'1 million à moins de 300 000 dans l'intervalle. Mais donc, beaucoup de transactions du jeu se font sur une blockchain. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et originellement, c'était directement sur Ethereum. Et comme ça coûtait très cher et que c'était très lent, parce que bah voilà, il y a des gas fees sur Ethereum, voilà, il y a de l'engorgement. Donc Sky Mavis a créé une blockchain à eux. Ils ont créé une autre blockchain qui s'appelle Ronin. C'est une side chain, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on fait les transactions au jour le jour, voilà. De temps en temps, on regroupe les transactions en batch et on les écrit sur Ethereum en heure creuse, voilà, quand il n'y a pas trop de... On fait en sorte de payer le moins possible, quoi. Donc ça se fait via des ponts entre les blockchains, comme via Binance ou Katana. Donc Ronin, c'est une chaîne qui est beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère qu'Ethereum, parce qu'elle est aussi beaucoup plus centralisée. Est-ce qu'elle repose sur une proof of authority, c'est-à-dire un petit ensemble de validateurs de confiance, et c'est basé sur un système de réputation, voilà, sauf qu'il y en a vraiment pas beaucoup, puisque Ronin n'a que 9 validateurs. Donc Hacker a réussi à prendre le contrôle des clés de 4 validateurs de Ronin, et d'un 5e via la DAO d'Axie, et ça a suffi pour valider toutes les transactions qu'il a voulu, y compris transférer 173 600 Ethereum. Pour le moment, la plupart des Ethers sont encore dans le wallet où ils sont allés la première fois, quoi, voilà. Mais il y a eu déjà des petits transferts, donc néanmoins, et c'est dès qu'ils passeront par une bourse qui est susceptible de renseigner les autorités, peut-être qu'on en saura plus. Donc c'est un cas intéressant, je trouve, parce que même si la chaîne principale, en fait, on imagine c'est Ethereum, donc c'est très bien sécurisé, mais on peut toujours avoir des points faibles ici ou là. Là, par exemple, c'est le point faible, c'était la sidechain qu'utilise Axie Infinity pour se faciliter la vie, quoi. Ouais, donc cette décentralisation montre encore une fois une nouvelle forme de limite au travers des sidechains qui... Bon, après, l'autre, la solution entre guillemets à ce problème, ce serait d'utiliser de facto une autre blockchain qu'Ethereum et qui ne nécessiterait pas du coup de sidechain. Tu vois, bah oui, c'est sûr que s'ils n'avaient pas eu besoin de passer devant la d'inventer Ronin, oui, forcément. Les enjeux éthiques, Guillaume, du Web3 continuent à inquiéter, hein, mais au-delà même de cet aspect écologique d'ailleurs. On peut profiter qu'on est sur Axie pour évoquer des organisations qui sont très inquiètes en fait sur les NFT dans les jeux, non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons éthiques et économiques et politiques, enfin sociopolitiques. Au-delà de l'aspect Ethereum crame des gigawatts, hein, qui est légitime en lui-même. Ça c'est acquis, ça. Voilà, ça c'est un peu acquis, on va dire. Il faut garder à l'esprit qu'un jeu comme Axie a une économie où circule du vrai argent et que rien n'est régulé du tout. Je veux dire qu'il est largement possible qu'il y ait une récession dans l'économie d'Axie et que ça ruine des gens du jour au lendemain. Donc il y a un long rapport de Navik du 12 novembre dernier qui analyse les jeux à NFT et Axie en particulier, en longueur quand même. Et ce qu'il dit est clair, c'est-à-dire que le modèle économique d'Axie n'est pas forcément durable. La valeur des Axie et des Smooth Love Potions, là,
elle est conditionnée à la demande de nouveaux joueurs. Et donc si elle fait défaut, ça sera la récession. En fait, il faut une croissance continue de la base utilisateur, sinon ça se casse la gueule. Condamné tôt ou tard à se casser la gueule, en fait. À moins qu'il change le système, mais le système tel qu'il est actuellement, voilà, c'est sans côter que l'inflation, parce qu'évidemment ça varie, les cours varient, donc l'inflation qui subit à un certain moment les tokens du jeu, favorise les premiers entrants souvent, et c'est pas très éthique quand même, il faut quand même le dire, tu vas favoriser certains joueurs par rapport à d'autres, c'est pas forcément le but d'un jeu vidéo. Et d'ailleurs, d'un point de vue plus basique, Sky Mavis est focalisé sur l'économie, voire sur la finance en fait du jeu, mais beaucoup plus que sur son fun. Les joueurs d'Axis sont pas dessus pour s'amuser, tu vois, mais ils sont là-dessus pour gagner du pognon. Du coup, est-ce que c'est encore un jeu ? Tu vois, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'en mai 2021, il y a un des fondateurs du jeu qui faisait un sondage. Pourquoi venez-vous sur Axie ? Il y avait pour la communauté, pour le gameplay, pour l'économie. Il y a que 15% des gens qui venaient pour le gameplay. 48% venaient sur l'économie, le reste pour la communauté. Bon, c'est 15% seulement des jeux qui viennent sur un jeu pour le gameplay du jeu, c'est quand même bizarre. Alors évidemment, tout jeu est modelé par son système économique, par son modèle économique. Est-ce qu'il est possible de faire un jeu équitable, fun, éco-responsable aussi, qui soit en mode play to earn ? C'est pas facile du tout. Alors pour l'IGDA, qui est donc l'International Game Developer Association, qui est une association de milliers de devs du monde entier, les NFT dans les jeux sont potentiellement une bombe sociopolitique à retardement. Le premier argument, il est sans surprise. Bon, c'est sans surprise, c'est le climat, le premier argument. Mais au-delà, d'après Jacqueline Vella, donc, qui est son directeur, les jeux NFT peuvent diviser les joueurs entre ceux qui en ont besoin, et pour vivre, quoi, on va dire, et ceux qui ont les moyens de dominer le gameplay, de dominer le game, en fait, et du coup, de profiter des autres. Parce que rentrer dans un jeu comme Axie, par exemple, ça requiert de l'argent, et ça peut constituer même une somme d'argent considérable pour certains. Tu vois, dans certains pays, si tu dépenses $300 dans des Axis, c'est considérable. C'est une mise de départ, c'est un investissement considérable. On est plus que dans les 70 € des AAA qui sortent sur les consoles. Oui, surtout que il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs que tu peux acheter, il y a d'autres trucs que tu peux vendre. Si tu mises là-dessus pour donner un revenu significatif, je veux dire, tu vois, si tu te mets un peu en danger financièrement là-dessus, il faut quand même savoir que c'est un marché qui est pas régulé, qui a aucune protection. Les gens sont confrontés à d'autres gens qui, eux, par contre, peuvent avoir des moyens très importants. Et pour qui 300 balles c'est que dalle, et qui peuvent acheter énormément de potions, et qui peuvent peut-être, tu vois, avoir l'avantage sur toi. Des avantages potentiellement injustes. Bon, ça rejoint plus largement aussi un rapport de Forrester Research, dont le titre est évocateur quand même. Le Web3 promet un meilleur futur, mais contient la graine d'un cauchemar dystopique. C'est le titre, j'invente rien. Donc, ils y développent un certain nombre d'arguments, au nombre desquels la décentralisation pure, par exemple, est quasi impossible, et la plupart des projets se regroupent autour de communautés qui sont plus ou moins restreintes, finalement. Ils disent aussi que Code is Law, donc c'est vraiment le code c'est la loi, tout passe par le code, mais en fait c'est un credo qui résout rien parce que ça n'empêche pas les monopoles. Et puis ceux qui font et contrôlent le code finalement ont le pouvoir qui est mécaniquement concentré entre leurs mains. Ils disent aussi que beaucoup de projets crypto en cours favorisent les riches et qui peuvent investir de manière importante dedans. Et ils disent aussi, on l'avait dit d'ailleurs, que la plupart des citoyens n'ont pas envie du tout d'être totalement seuls à gérer leurs données, leur identité numérique, leurs biens numériques, etc. Et qu'en outre, beaucoup de projets semblent exister sans se préoccuper des lois existantes, etc., etc. On peut rajouter un coup d'œil si vous voulez, mais bon, c'est assez intéressant aussi. Moi, je connaissais pas Axie Infinity. Il y en a beaucoup comme ça, des propositions de ce type de jeu d'ailleurs, parce que j'avoue que je les connais pas. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a plusieurs. Mais je crois que c'est Axie, c'est de loin la plus populaire. Et donc on est d'accord que le but affiché très clairement, c'est potentiellement de gagner de l'argent, c'est ça ? Alors c'est clairement là-dessus qu'il joue. C'est un jeu qui est relativement classique, qui pourrait fonctionner en free-to-play, je suppose, mais c'est pas un jeu qui est extrêmement original, on va dire, mais c'est un jeu où tu peux... Enfin, en tout cas, la promesse, c'est ça, vous avez tous joué à Pokémon, vous avez tous chopé des Pokémon, c'est des Pokémon qui n'ont aucune valeur sinon dans le jeu. Là, la promesse, c'est ce que vous chopez dans Pokémon, vous pouvez le valoriser dans le monde réel. C'est ça la promesse. Bon, après, évidemment, toute la question est comment tu fais pour valoriser un jeu qui soit un vrai jeu ? C'est-à-dire, tu vois, quand est-ce que ça cesse d'être un jeu ? C'est assez compliqué comme
à mon avis, comme problématique. Ouais, c'est presque philosophique, mais c'est captivant parce que c'est un mouvement sociétal qu'il faut qu'on suive de près et qui a l'air d'être déjà pas mal critiqué finalement. Dernier point autour des NFT, Nike qui semble parfaitement vexé de voir certains NFT exister, qui veut tout simplement les détruire. On peut se poser la question d'ailleurs, comment s'y prendre? Peut-être que c'est un malentendu, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, s'il y a pas mal de projets crypto qui s'occupent pas trop des lois humaines, n'est-ce pas? Hormis le code, oui, NFT Inuyasha, je pense à toi. Ou NFT site de moins de Minecraft, peut-être aussi, mais bon. Mais bon, Nike, lui, il est très 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 attentif à ce genre de détails, comme les droits d'auteur, hein, par exemple. Donc apparemment, StockX aurait minté des NFT avec des images de pompes Nike qui auraient servi, selon lui, de ticket de caisse contre des vraies chaussures. Voilà, ni plus ni moins. Bon, le problème, c'est que je sais pas si les acheteurs le savaient tous, parce que la plupart ont acheté des NFT. J'ai pas compris la proposition de valeur. C'est quoi le rapport avec les vraies chaussures? Ils achètent un NFT, et ce NFT, ils peuvent l'échanger contre des vraies chaussures. D'accord, ok, d'accord. Une vraie paire. Ceux qui ont édité les NFT achetaient les chaussures et les refilaient en échange de l'achat des NFT, c'est ça? Voilà, des paires exclusives, j'imagine, ce genre de trucs. Alors, apparemment, les acheteurs, eux, avaient tendance à garder les NFT. Parce qu'ils les ont achetés parfois cher, hein, d'ailleurs, hein, parfois plus de $1000, et ils ont même pas réclamé les godasses. Je vais essayer de placer encore d'autres synonymes de groll et de chaussures dans cette news. C'est rigolo comme. Donc pour Nike, jouer à Semantics. C'est ça, c'est exactement ça. C'est Semantics. Donc pour Nike, c'est clair, les Vault NFT Nike, donc c'est les trucs de StockX, là, ce sont des NFT de ces superbes tatanes, hein, comme les NFT Atari, sont des JPEG de vieilles cartouches de la marque, tu vois. Donc c'est pareil, ça appartient à la marque. Donc le fabricant de godasses demande donc de détruire, à la cour, hein, carrément, il y a un procès, de détruire tous les NFT de StockX. Et là se pose la question, comment faire? À la différence d'une fausse Rolex, un NFT ne peut pas vraiment être détruit, tu vois, parce qu'il est écrit sur Ethereum, sur la chaîne Ethereum, donc il peut être transféré dans un autre portefeuille et c'est tout. Donc peut-être qu'ils vont le transférer dans un portefeuille, dans un burner wallet, comme on dit, ou je sais pas. Bon, contrefaçon ou pas. Un portefeuille qu'on sait n'appartenir à personne et qui du coup part dans le néant. Ce genre de truc, exactement, j'imagine. Mais bon, ça le détruira pas vraiment, tu vois. Contrefaçon ou pas, hein, la blockchain Ethereum portera toute son existence la trace de toutes les conneries qui ont été faites durant ces années-là, hein, donc de 2018 à 2030, l'année de l'apocalypse, hein, selon le GIEC. J'exagère un petit peu, mais à peine. Ouais, je sais pas. C'est pas l'apocalypse, c'est bon, l'apocalypse encore. Ok. Et puis un dernier projet artistique, poétique, qui se tourne vers la lune, Guillaume. Ouais, on conclut sur une idée lunaire, hein, littéralement, parce que Jeff Koons, le sculpteur de chiens en ballon qui ne sont pas des ballons, veut en envoyer sur notre pauvre satellite, hein, qui avait rien demandé du tout. Apparemment, il y a une boîte privée qui s'appelle Intuitive Machine qui doit concevoir un lander lunaire, hein, avec une capacité de 100 kg, qui s'appellera le Nova C, et ça amènera un truc de Koons sur la Lune, dans une boîte en plexi, vraisemblablement. Et donc, sur son site, Jeff Koons Moon's Phase, qui ne marche pas sur Firefox, donc je déteste déjà ce type, est constitué d'une simple vidéo, où on peut constater que Jeff Koons est effectivement doté d'un énorme melon. Voilà, ça c'est sûr. Donc Koons nous explique qu'il va pondre des NFT en rapport avec son envoi lunaire, c'est-à-dire, je sais pas exactement, c'est des sculptures avec des NFT associés, j'ai l'impression, bon. Et Koons dit que l'art, dans sa vidéo, qui est très très forte, dit que l'art symbolise la volonté de tout être humain de vivre une vie épanouissante, que ça nous montre en tant qu'espèce ce que veut dire, être humain et toucher du doigt la vie dans ce qu'elle a de plus grand, hein, que son travail a quitté le global pour devenir universel. Voilà, tout ça pour un chien boudin dans un cube en plexi. Lunaire, c'est le mot. Hein. Moi, je connaissais pas, moi, les sculptures de Jeff Koons, mais du coup, je situe mieux. Ouais, il a pas fait que ça. Ouais. J'ai retenu que les chiens, ça m'a marqué. Il a fait d'autres trucs, il a fait des signes aussi, il a fait d'autres trucs en boudin. Un spécialiste du boudin. Cela dit. Oui, bah pourquoi pas. Tourner en sculpture, après tout, c'est pas mal. Ok, merci beaucoup Guillaume. C'est pas dans cet épisode supplément week-end de Tech Café qu'on va encore une fois de plus encenser ce mouvement du Web 3, mais après tout, c'est un regard construit qu'on vous partage. N'hésitez pas évidemment à c'est pas fait exprès, hein, c'est juste... Bien sûr, ah oui, alors attention, ne réinterprétez pas ce que j'ai dit, c'est pas construit pour dénigrer les NFT, mais c'est construit sur un certain nombre d'observations et de réflexions et d'analyses qui amènent à une conclusion qui n'est pas
pas toujours glorieux sur ce mouvement, mais vous êtes évidemment libre de réagir. On attend évidemment vos commentaires sur techcafé.fr. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode week-end. On peut peut-être rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais en 3D simulé dans le Omniverse, bien sûr. J'aurais pas pensé. Moi, peut-être vous allez me retrouver sous la forme d'un déguisement de chien ballon, peut-être dans les rues prochainement, je ne sais pas. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur le serveur Discord de Tech Café, sur les réseaux sociaux, dans Relife, R-E-L-I-F-E. C'est un autre podcast qui parle de l'amélioration du quotidien. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. On compte sur vous pour aller déposer un petit avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict ou toute autre app de podcast qui accepte les avis. Ça nous fait évidemment très 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 plaisir d'en prendre connaissance. Et puis si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre engagement auprès de Tech Café, vous pouvez aussi aller, je suis désolé, sur Patreon. C'est un site de financement participatif récurrent avec l'adresse patreon.com/techcafé, patreon.com. Vous allez d'une part garantir la disponibilité des épisodes semaine après semaine, normalement accéder à l'épisode supplément week-end un petit peu plus tôt dès le vendredi matin quand vous allez sur le trajet de votre travail pour votre dernier jour de la semaine, accéder au chapitrage des épisodes et également être totalement protégé de la publicité. Je pense que tous les arguments sont réunis pour que vous alliez jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup de votre écoute. On se donne rendez-vous dans quelques jours dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.